C'est l'heure du grand dossier, soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec toujours ces enjeux, cette question aujourd'hui, Poutine dans les cordes, la tentation du nucléaire. Alors oui, sa fuite en avant passera-t-elle par là? Alors je le sais, nous allons exaspérer bon nombre d'experts qui vont dire arrêtez de jouer à faire peur, nous en sommes loin, c'est de la grammaire de dissuasion, bref. Mais laissez-moi tout de même vous expliquer pourquoi la question se pose aujourd'hui. Premièrement, plus il est éculé, Poutine, plus il est dangereux. Deuxièmement, celui qui est parfois présenté comme étant l'architecte de la politique internationale du Kremlin évoque l'attaque nucléaire contre l'Europe. Troisièmement, un autre illustre politologue, vous le verrez, assure que s'insinue bel et bien la possibilité d'une frappe nucléaire tactique. Mais avant cela, dans cette émission, nous vous dirons tout ce qu'il faut savoir de l'oligarque ukrainien visé par un colis piégé hier à Monaco. Cet attentat sans précédent en principauté révèle-t-il la brutalité des règlements de compte liés à la guerre en Ukraine sur la Côte d'Azur? Et puis vous verrez images et séquences à l'appui comment l'Ukraine déroule son plan de 40 jours pour tenter de mettre Poutine à genoux. Peut-elle réussir son pari? Eh bien peut-être, oui. Nous parlerons aussi de saboteurs russes et de Moscou qui commence à armer ses pétroliers pour dissuader les pays de l'OTAN de les arraisonner. Le grand dossier Poutine dans les cordes, la tentation du nucléaire, c'est parti. Regardez comme la musique nucléaire remonte depuis quelques jours, de Poutine à son maître à penser Karaganov en passant par le propagandiste Soloviev. Nous sommes prêts à réagir rapidement et de manière appropriée à toute menace. Conformément au programme d'armement, la triade nucléaire et les forces terrestres font l'objet d'une modernisation constante. Si nous restons les bras croisés face à ces avancées technologiques, la seule option qui nous restera sera de lancer une frappe nucléaire. Si la Russie décide de faire une série d'attaques nucléaires sur l'Europe, tout se terminerait très vite. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam, maîtresse de conférences à l'université de Tours, spécialiste défense et sécurité et femme qui ne dort jamais. Colonel Père de Jong, merci beaucoup d'être là, consultant défense et géopolitique LCI, l'homme aux vestes, allez-y, on dévoile tout aujourd'hui. Et voilà, merci beaucoup. L'ancien commandant des troupes marines, la vérité éclate au grand jour. Grégory Phillips, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef international LCI et fan devant l'éternel de Bruce Springsteen. J'ai décidé de tout mettre sur la table. Aucun rapport. Raphaël Maillechon, journaliste police-justice TF1 LCI. Un petit signe. Ah non, fan de l'OM. Supporter de l'OM. Voilà, ça y est, je l'ai. Bon, allez. Dans quelques instants, nous serons également rejoints par le général Michel Yakovlev et Alain Barluet également nous fera l'honneur et l'amitié d'être avec nous en direct de Moscou à 17h30. Commençons donc. J'ai oublié, pardon, Jean-Luc Riva, vous êtes déjà avec nous. On me le fait savoir. Connecté, ancien du renseignement militaire, ancien instructeur à l'école interarmée du renseignement et des études linguistiques. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, ce sera précieux pour nous dans les prochaines minutes. Pour commencer, on va vous reparler donc de cet oligarque ukrainien sulfureux, visé à Monaco, sous sanction de Kiev depuis 2023. Qui est-il, ce Vadim Ermolaïev, visé par un colis piégé? Fortune, empire du vin, soupçon de blanchiment. C'est Grégory Phillips qui va aller plus loin pour vous. Regardez. Grégory. Alors, cet homme était totalement inconnu jusqu'à aujourd'hui. Que sait-on maintenant de lui, l'oligarque visé à Monaco? Oui, alors inconnu en France, mais très connu en Ukraine, évidemment. Il a 58 ans, il est né à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, et il a une trajectoire assez typique des oligarques de l'ex-URSS, avec une ascension, c'est vrai, fulgurante dans les années 90. Il a fait fortune dans l'immobilier, dans l'industrie, dans le commerce, la promotion immobilière, la logistique, l'agroalimentaire, les vins et spiritueux. Bref, c'est aussi un des plus gros promoteurs immobiliers de la région de Dnipro, avec de très nombreux projets, gratte-ciel, centres commerciaux, complexes résidentiels. Je fais une petite parenthèse, dans une Ukraine qui évidemment est un peu gangrénée par la corruption, même si le gouvernement de Zelensky lutte contre ce fléau. Il est donc dans un secteur qui peut être évidemment le théâtre de malversations parfois. Il atteint la 23e place des plus grandes fortunes ukrainiennes, classement Forbes, avec une fortune estimée à plus de 300 millions de dollars. Oui, tout de même, sauf qu'il ne vivait plus en Ukraine, qu'il n'avait même plus la nationalité ukrainienne, accusé de malversation et même de contribuer en impôts au budget russe. Oui, alors ça c'est en 2014, après l'annexion de la Crimée. Je le disais, il travaille dans l'agroalimentaire et notamment il a des vignobles et il commercialise un vin de Crimée en Russie, tandis que les vins destinés au marché européen et américain indiquent, la provenance de l'Ukraine, alors qu'il utilise en vérité les mêmes raisins. Les services secrets ukrainiens lui prêtent aussi le fait que ces nombreuses entreprises contribuent en impôts au budget russe. Donc vous voyez évidemment qu'il est déjà
déjà sous une surveillance extrême du SBU ukrainien. Autre tâche, il est propriétaire d'une banque en Estonie qui s'appelle la Versobank et qui, elle, surveillée par la Banque centrale européenne pour des histoires de blanchiment d'argent. Notez que dès 2019, il avait renoncé à la nationalité ukrainienne pour devenir chypriote. Il s'était donc réfugié à Monaco et on le voit ici sortir de sa magnifique berline, une Bentley. C'était devant le casino de Monte-Carlo. Là, on est à l'été 2022. Merci. On se retrouve dans quelques instants devant l'écran parce qu'on va élargir la focale en parlant d'un bataillon Monaco. Oui, ça peut surprendre, mais vous allez voir que c'est très intéressant et il y a pas mal d'enjeux derrière. Je me tourne vers vous, bien sûr, monsieur Riva. La question va être très directe. Est-ce qu'il peut s'agir d'une opération des services ukrainiens, selon vous ? Personnellement, je ne crois pas parce que il y a des dégâts collatéraux. Si c'est le SBU qui avait frappé, je pense que cela aurait été beaucoup plus précis. Vous venez de parler du bataillon Monaco. Il y a 3-4 ans, il y a eu un reportage fait par le média Unskaya Pravda, la vérité ukrainienne. Et c'était un véritable dossier d'objectif. Ce sont des journalistes ukrainiens, des jeunes journalistes, qui avaient suivi pendant plusieurs mois et en 2022 et 2023, qui avaient suivi tous les oligarques, une centaine réfugiés ukrainiens réfugiés à Monaco. On voyait leurs voitures, les plaques, on voyait leur domicile, tout était ciblé. Ils avaient employé des drones, des caméras cachées. Ils se sont jamais fait repérer. Et ce qu'ils avaient constaté, c'est que les oligarques, alors qu'ils avaient une douzaine, une espèce de milice qui les protégeait en Ukraine, là il y avait personne pratiquement. Et ils ont relevé 1 ou 2 gardes du corps. Donc il ne faut pas, et cela avait provoqué, les reportages avaient provoqué vraiment une forte émotion en Ukraine en disant nous on va de tranchée en tranchée et eux ils vont de restaurant en restaurant. Et on n'est pas à l'abri d'un coup de radicaux ukrainiens qui veulent se venger de ces gens qui se sont mis à l'abri au moment de la grande invasion russe. Alors après, bien sûr, il y a aussi des règlements de compte mafieux. Il faut savoir que la famille de cet oligarque Yermolev est impliquée dans des centres d'appel frauduleux en Ukraine qui font de l'arnaque sur des retraités, etc. C'est aussi des règlements de compte entre oligarques ou financiers. Donc la plage est ouverte. Dire que c'est le SBU qui a fait le coup chez un pays ami, j'ai du mal à le croire. Oui. Donc, j'ai du mal à le croire. Ça serait beaucoup plus fin. Oui, ou alors ils ont sous-traité. En général, quand on fait un coup comme ça dans un pays ami, on sous-traite cette affaire-là, comme le font les Russes d'ailleurs, quand ils frappent un peu chez nous. Voilà, on n'est pas tout à fait un pays ami, mais on n'est pas non plus un ennemi pour l'instant. Alors, on reste ensemble, Jean-Luc Riva. On va revenir précisément sur ce bataillon Monaco dans un instant. Mais moi, de votre point de vue, par exemple, Elisabeth, spécialiste question de défense et de sécurité, peut-être pas les services ukrainiens, mais peut-être des Ukrainiens un peu radicalisés qui ont envie d'en finir avec ce qu'ils considèrent être des traîtres à la cause ukrainienne. Alors, je veux bien, mais aujourd'hui, je pense que les Ukrainiens, même les secteurs les plus radicalisés, ont quand même peut-être d'autres cibles ailleurs qu'en Europe occidentale. D'abord, je suis absolument d'accord, si c'était les services ukrainiens, ça serait beaucoup plus propre. On a vu avec d'autres endroits, notamment Nord Stream, où on suspecte que c'est des Ukrainiens, où certaines cours le disent, mais où c'est pas aussi, on va dire, clair que cela. On parle quand même de quelqu'un qui trompe dans des milieux un peu mafieux. Je pense que c'est plus ça que une vengeance de radicalisés ou de nationalistes ukrainiens. Vous allez nous dire quelles sont les pistes privilégiées, Raphaël Maillochon, mais je voudrais qu'on regarde l'image de l'homme qui est considéré comme étant le principal suspect. On le voit, pantalon beige, haut noir, avec ce bob sur la tête, il a pris la fuite. Est-ce qu'on en sait plus sur l'auteur présumé de cette attaque ? Non, pas d'identité. D'ailleurs, le procureur général de Monaco, lors de sa conférence de presse à 11h30, a confirmé simplement, j'ai envie de dire, qu'il avait pris la fuite à pied quelques secondes après les faits. Ce que l'on sait de lui, c'est cette description physique et sa direction de fuite, comme disent les policiers, les enquêteurs, vers Beau-Soleil. C'est la commune française qui est située dans les hauteurs de Monaco. C'est là que les enquêteurs perdent
pour l'instant, à notre connaissance, sa trace. Ce que l'on sait de lui, en revanche, c'est qu'il a été aperçu sur plusieurs caméras parmi les 1387 qui sont installées à Monaco. Il a pu être suivi minutieusement dans toute la principauté avant de disparaître des écrans de vidéosurveillance lorsqu'il arrive à Beau-Soleil. Mais on parle d'une... C'est un peu excessif, d'une chasse à l'homme en ce moment même pour tenter de le retrouver ? Oui, clairement, il y a une traque qui est en cours pour pouvoir le retrouver parce que lorsque son sac à dos explose, il prend la fuite, il emprunte des escaliers, direction Beau-Soleil, je le disais. Il y a 84 agents de la sécurité, de la sûreté publique monégasque et qui ont fait les relevés de police technique et scientifique sur place. Mais dans la foulée, dès hier soir, vous avez des unités de police nationale françaises, pour le coup, notamment la BAC de Nice et des équipes de police secours de Menton, qui ont convergé vers Beau-Soleil et vers Monaco avec cette consigne interdiction de pénétrer sur le territoire de la principauté, mais il est recherché par la police monégasque, bien entendu, mais également par la police française. Et c'est pas considéré comme du terrorisme, faut être clair. Non, ça a été effectivement dit. La qualification de terrorisme n'est pas retenue, même si le procureur général de Monaco est en lien avec le procureur national antiterroriste français, mais le mot d'attentat, de terrorisme, est exclu. Pourquoi ? Parce que franchement, j'imagine beaucoup de téléspectateurs se disent pour nous, il y a des bombes qui ont été posées volontairement, qui ont été explosées, qui ont visé et touché. Pourquoi ce n'est pas la notion de terrorisme qui est retenue ? Parce que c'est la notion de tentative d'assassinat. Ce n'est pas du terrorisme, on va dire, pour faire peur à grande échelle, mais bien parce qu'il y avait une personne ou trois, l'enquête le dira, qui était visée. Donc c'est la qualification de tentative d'assassinat qui est retenue. Et les pistes privilégiées, est-ce qu'on pense service ukrainien dans vos réseaux, dans vos contacts ? Est-ce qu'on pense plutôt à des radicalisés ukrainiens qui veulent servir la cause, à la mafia ? Alors, tout ça est étudié, effectivement, Amélie. Tout ce que vous venez de dire est étudié. Et lorsque j'ai passé des coups de téléphone cet après-midi au service de renseignement, et j'ai pu apprendre notamment qu'à Monaco, il y avait la DRI. Je l'ai appris, la division du renseignement intérieur. Ils étaient 3 agents lors de sa création. Ils sont aujourd'hui une dizaine à travailler, à capter du renseignement, notamment lors des matchs de football, mais pas que, pour faire en sorte que Monaco ne connaisse pas du terrorisme, de la criminalité organisée ou du blanchiment d'argent. Et cette DRI, donc qui est monégasque, est en lien étroit avec la DGSE, donc les services extérieurs français. Et d'ailleurs, selon nos confrères d'intelligence online, en 2022, la DGSE avait reproché à Monaco d'être trop complaisant envers les oligarques, envers les pro-russes qui venaient s'installer, par exemple à Monaco. Le regard du chef de l'actualité internationale de LCI, selon vous, la piste des radicalisés ukrainiens, parce que traîtres à la cause, parce que oligarques ukrainiens qui sont partis, qui se sont éloignés du pays ? Oui, elle me semble assez peu probable. Moi, et j'ai évidemment beaucoup moins de contacts auprès des autorités policières que Raphaël, mais il y a 3 pistes possibles. Alors, soit ça vient effectivement d'un groupe ukrainien. J'imagine mal le SBU lancer une opération avec un protocole opératoire qui est quand même très surprenant, ce sac posé et qui explose 20 secondes. Mais on sait que régulièrement ces dernières années, le disait notre invité, Monsieur Riva, ils font appel à des petites mains qui sont là sur le territoire, qui ne payent pas cher. Voilà. La manière dont ça s'est déroulé, soit peut-être une piste venue de Russie après un contentieux financier, honnêtement je ne sais pas, soit effectivement on a vu que cet homme avait des activités par exemple dans l'immobilier, etc. Et on sait que la mafia, notamment dans cette région du monde, en Russie ou en Ukraine, peut évidemment être à l'origine d'actes de violence de ce type-là. Oui, allez-y. Ouais. J'ai beaucoup travaillé en Asie sur les questions de contrefaçon, avec la guerre économique, etc. On oublie très souvent, nous on va tout politiser en pensant que c'est les Ukrainiens, quelque chose de très compliqué, de très sophistiqué, etc. Malheureusement, dès lors que vous avez une activité économique et qui est au bord de, dans une zone, je dirais, grise ou noire, très souvent vous avez des groupes mafieux qui tournent autour. Donc c'est vrai que la solution du groupe, de la vengeance parce qu'il n'a pas payé quelque chose, parce qu'il aurait dû payer quelque chose alors qu'il l'a pas fait, etc. À mon avis, est une piste qui me paraît relativement sérieuse. Maintenant, on verra les suites de l'enquête. Là, je m'avance un petit peu parce que j'ai connu ça en Asie, mais encore une fois, je sais que c'est totalement réel. Quelle que soit l'issue de l'enquête, cette affaire nous a permis de faire connaissance, en tout cas moi je le reconnais, je l'ignorais totalement, l'existence du bataillon Monaco.
des oligarques ukrainiens installés sur la Côte d'Azur. Depuis le déclenchement de la guerre, des oligarques ont fait le choix de quitter le pays et de rejoindre comme ça la Côte d'Azur pour profiter de la vie et de leur argent. Et franchement, vous le savez, ça fait polémique du côté de l'Ukraine, surtout du côté des autorités. Ils sont dans le viseur de Kiev, mais on va essayer de comprendre si c'est au sens propre ou au sens figuré. D'abord, vous le savez, on expose les faits. Grégory Phillips, on y retourne ensemble. Grégory, ils ne sont que quelques dizaines, mais ils pèsent tellement lourd. On parle beaucoup d'eux, surtout depuis hier soir. Et ce sont donc ces oligarques ukrainiens qui sont maintenant sur la Côte d'Azur, à Monaco ou ailleurs. Grégory, que sait-on d'eux ? Oui, 84 oligarques ukrainiens qui appartiendraient à ce bataillon Monaco qu'évoquait il y a quelques instants à l'antenne Jean-Luc Riva. Pourquoi bataillon Monaco ? Parce qu'on dit que une partie d'entre eux, ceux qui normalement étaient en âge de combattre, ont fui l'Ukraine pour s'installer sur la Côte d'Azur pour éviter évidemment la conscription, d'où ce nom ironique du bataillon Monaco. Alors, qui sont-ils ? Des grandes fortunes, des oligarques, des députés, des hommes d'affaires ukrainiens. Nice Matin leur a consacré un article il y a le mois dernier, et c'est vraiment très intéressant de voir leur mode de vie, des voitures luxueuses. Il suffit d'aller à Monaco, vous voyez des plaques ukrainiennes, c'est assez surprenant, des villas absolument magnifiques. La plupart se sont réfugiés en France depuis 4 ans, depuis le début de la guerre. Ils avaient déjà à Monaco, évidemment, des résidences secondaires. Regardez, je vous ai dressé 3 portraits. Vous avez, par exemple, ici, Igor Surkis, qui est un homme d'affaires et qui dirige le club de foot du Dynamo Kiev. Il habite à Monaco. Vous avez ici Constantin Zevago. Lui, il est recherché pour un détournement de 67 millions d'euros. Il a été depuis arrêté à Courchevel, mais il avait ses habitudes évidemment dans la principauté. Et puis ici, Igor Abramovitch, député au Parlement ukrainien, qui vit aussi dans la principauté. Dernier élément, Amélie, et c'est un peu pour l'anecdote, savez-vous qui a acheté l'appartement le plus cher au monde ? Il est évidemment à Monaco. C'était il y a seulement 2 mois. 471 millions d'euros, 2500 mètres carrés. 21 chambres, vue sur mer évidemment. Eh bien, c'est un homme qui s'appelle Rinat Akhmetov, première fortune d'Ukraine, une fortune estimée à environ 4 milliards d'euros selon Forbes. C'est cet homme-là, donc extrêmement riche, qui vit à Monaco. Et lui, c'est un allié plutôt du président Zelensky. Merci beaucoup Grégory Phillips. Monsieur Riva, je me retourne vers vous à nouveau. Je lisais dans Nice Matin que vous citiez, Grégory, cette phrase « Kiev cible de tristes exceptions ». C'est au sens propre ou au sens figuré ? Au-delà de ce qui s'est passé hier à Monaco, on élargit encore une fois. Est-ce que, oui, selon vous, Kiev cherche à atteindre ces oligarques qui sont partis avec leurs millions loin sur la Riviera et tournant pour eux, en tout cas, le dos à la cause ? Certainement. D'ailleurs, aujourd'hui, apparemment, dans les médias ukrainiens, on fait état d'une arrestation d'un ancien président de Crimée qui est passé du côté russe et qui il était ministre délégué à l'énergie en Crimée, s'est fait arrêter aujourd'hui comment il a fait l'erreur de vouloir traiter des affaires aujourd'hui à Kiev et il s'est fait arrêter là sur place. Effectivement, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une espèce, le mot serait un peu fort, une espèce d'épuration, mais on essaye un peu parce qu'il y a trop de médias qui parlent de corruption. Ça touche Zelensky et on est en train de remettre un peu l'église au milieu du village dans le gouvernement ukrainien. Pour revenir sur l'attentat qui a lieu, je pense que vous avez parlé tout à l'heure de Monaco. Vous savez qu'à Monaco, vous ne faites pas 100 mètres sans être pris par une caméra de vidéosurveillance. Donc, ce que sont en train de faire les enquêteurs actuellement, c'est en train de tracer non seulement l'itinéraire de fuite, d'exfiltration du type qui a commis l'attentat, mais aussi son arrivée, par où on est en train d'essayer de tracer quels sont les chemins qu'il a pris, les itinéraires qu'il a pris pour venir jusqu'à cet endroit. Et ensuite, il y a quelque chose qui va être parlant, ce sont les explosifs employés. Les explosifs employés pourraient être, à mon avis, de 3 sortes, soit un explosif militaire, soit un explosif industriel, soit un explosif artisanal, sachant quand même que pour obtenir le même résultat, il faut 500 grammes d'explosifs militaires, 2 kilos d'explosifs industriels et 10 kilos d'explosifs artisanal. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont aider les enquêteurs à se faire une idée de qui
qui est à l'origine. Qui est à l'origine. Je vous remercie beaucoup, Jean-Luc Riva, ancien du renseignement militaire, ancien instructeur de l'école interarmée du renseignement et des études linguistiques. C'était intéressant d'avoir votre point de vue. Merci beaucoup, vraiment à vous. Alors, colonel, vous vouliez réagir, allez-y. Oui, le problème de cette opération, au-delà du fait qu'il y ait des blessés, etc., c'est qu'il y a une affaire assez dramatique, je dirais humainement parlant. Le problème, en fait, ça remet à l'avant toutes les questions qui sont liées à la corruption, aux oligarques, etc. Rappelons-nous, les Ukrainiens ont créé une structure anticorruption qui s'appelle le NABU. Et rappelez-vous, l'année dernière, le président Zelensky a voulu transformer cette structure. Il y avait de grandes manifestations à Kiev en juillet 2025 de la population ukrainienne qui voulait absolument pas transformer tout ça. Il y a un autre personnage qui s'appelle Yermak, qui était le numéro 2 du pouvoir, qui a été viré l'année dernière, qui a eu d'énormes soucis, qui est parti en prison. Il en est sorti parce qu'il a payé 2,5 millions de caution, donc il a pu en sortir. Donc tout ça, ça remet à l'avant, si vous voulez, la mécanique administrative ukrainienne qui est parfois un peu compliquée. Et malheureusement, aujourd'hui, si vous voulez, l'Europe a mis d'énormes tuyaux, on parle de 90 milliards d'euros de prêts, d'énormes tuyaux sur l'Ukraine. On ne peut pas se permettre, encore une fois, d'avoir un modèle qui réceptionne cet argent, un modèle qui ne soit pas impeccable, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, on lit des mots assez forts dans les articles qui sont publiés ces dernières heures. Par exemple, je lis, c'est précisément ce profil, donc celui de cet homme d'affaires qui a été visé, sanctionné par Kiev, réfugié dans un micro-État européen, actif en territoire occupé, qui ferait de lui une cible dans la guerre de l'ombre que se livrent oligarques et services ukrainiens sur la Riviera. Enfin, tout de même, guerre de l'ombre que se livrent oligarques et services ukrainiens sur la Riviera. Les services avec lesquels vous êtes en relation, Raphaël Maillochon, vous confirment une inquiétude sur ce point-là ? Oui, une inquiétude et une surveillance, j'ai envie de dire, de chaque instant, avec des services secrets français, étrangers qui travaillent à Monaco. Je donnais tout à l'heure l'exemple de ces matchs de foot avec cette division du renseignement intérieur à Monaco qui travaille dans l'ombre en civil pour récolter du renseignement, mais pas que, parce que les services secrets travaillent aussi dans des inspections de chambres d'hôtel, les services secrets français et étrangers pour aller collecter de l'information. Et effectivement, à Monaco, mais si on élargit la zone sur la Riviera française, il y a énormément de services secrets qui échangent des informations, qui les collectent et qui les échangent entre services amis pour pouvoir avoir le maximum d'informations pour prévenir tout acte de criminalité organisée ou de terrorisme. Merci beaucoup d'être avec nous, Général Michel Yakovlev. Je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau. Vous y êtes toujours le bienvenu. Vous êtes ancien vice-chef d'état-major du SHAPE, c'est l'OTAN. Bonjour à vous. Bonjour. Ça va, tout va bien ? Ça va ? Ça va très bien, j'écoutais avec une grande attention. Là. Bon, très bien. Et quand on écrit guerre de l'ombre sur la Riviera, est-ce que, très sérieusement, on peut parler effectivement d'une autre forme de guerre, une guerre de l'ombre, de règlement de compte extraterritorial entre Ukrainiens eux-mêmes, entre Russes et Ukrainiens ? Là, je voudrais pas me ridiculiser par rapport aux experts qu'on a entendus il y a 2 minutes, donc j'ai pas vraiment de théorie. Là, les gens qui manipulent beaucoup d'argent comme ça ne se font pas que des amis. Et il n'y a pas que les mafias ukrainiennes qui règlent leurs comptes avec des explosifs. Les services secrets ukrainiens, jusqu'à présent, ont été très discriminants et très efficaces. Au sens, la victime, c'est celle qu'on veut et elle ne survit pas. Il y a eu le cas de Dugin, c'est sa fille qui avait pris sa voiture, mais sinon, vous voyez, c'est... Quand ils manipulent de l'explosif, il n'y a pas d'enfants blessés et les gens n'en réchappent pas. Donc, mais je suis incompétent pour en dire plus. Allez-y, Elisabeth. Alors, je rejoins ce que disait Général Yakovlev. En général, ils sont très professionnels. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a oublié le nombre d'oligarques qui sont sortis, à la fois les Ukrainiens, les Biélorusses aussi, et les Russes. Et pas qu'au Monaco, mais je regarde en Lettonie, on parle beaucoup de la Lettonie pour les risques par rapport aux Russes. Si vous allez à Jormala jusqu'en dehors de Riga, le nombre de Lamborghini et de voitures et des maisons à 12 millions d'euros qui les locaux ne peuvent pas se payer. Il y a énormément de ces gens qui circulent. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'histoires, probablement de problèmes entre eux aussi, avec tout ce que ça... Enfin, c'est aussi des mafieux, en quelque sorte. Donc il y a aussi beaucoup d'histoires qui n'ont pas forcément à voir avec la guerre, en fait. Et en tout cas, c'est un manque à gagner. Ah, allez-y, vous avez en plus très poliment levé le doigt, Général, allez-y. Oui, juste sur la corruption, et je vous entendais tout à l'heure, il se trouve que j'ai lutté contre la corruption en Ukraine pour le compte Transparency International. Bon, tout le monde sait que j'ai pas gagné, mais bon. Mais la corruption à l'ukrainienne, elle
elle est sérieuse, si j'ose dire. Mais comparé à la corruption américaine ou russe, on est dans des bambins de cours d'école. Hein. Le professionnalisme, et on le voit aujourd'hui, les accusations sur la maison Trump, les délits d'initiés, les milliards de dollars qui se font, grâce à leur pouvoir, on n'en est pas là en Ukraine quand même. Hein. Et la corruption, Ursula von der Leyen avait dit, si on vous donne tout cet argent, il faudra faire attention à la corruption. L'exemple de l'Afghanistan montre que la corruption, c'est dans les pays qui envoient l'argent. La plus grosse corruption en Afghanistan, ce sont des entreprises américaines de travaux publics qui l'ont siphonné. C'est pas les Afghans. Donc, on dit aux Ukrainiens, faites le ménage chez vous, arrêtez la corruption chez vous, ce qui est normal, ce qui est légitime, ce qui est dans leur intérêt. Tout le monde l'a compris. Mais faut aussi qu'on parte du principe que la corruption, elle commence chez nous. Et nous aussi, on a du ménage à faire. Voilà, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci Raphaël d'avoir été avec nous. Merci pour les informations. On avance dans ce grand dossier avec la Russie qui dit avoir abattu 419 drones ukrainiens dans la nuit. Regardez ces images d'ailleurs de drones tombés dans la région de Moscou, encore une fois. Nous sommes au cœur de l'opération qui peut potentiellement tout changer. Lancée par Zelensky, 40 jours de frappes massives et de déstabilisation en profondeur pour essayer de faire plier Poutine. Et la question, c'est de savoir, et si ce pari était gagnant? Parce que c'est puissant. 3 axes majeurs opérés, impact psychologique, impact économique, impact sur la Crimée, avec donc son cas très particulier. Général Yakovlev, c'est vous qui allez opérer au tableau, Général. Vous m'accompagnez. Général Yakovlev, on va détailler cela avec vous. Depuis ces dernières années, la guerre est arrivée dans le quotidien, avec ces derniers jours surtout, dans le quotidien des Russes jusqu'à Moscou même. Le premier effet, il est psychologique sur la population russe. Et ce qui les traumatise notamment ces dernières heures, c'est les pénuries d'essence. Je vous soumets quelques images, regardez, de files d'attente dans les stations-service, mais c'est pas tout, les esprits s'échauffent. Cher, très cher Vladimir Poutine, je m'adresse à vous en ce moment même. La situation en Crimée, la pénurie d'essence, tout cela est source d'angoisse pour votre peuple. Nous avons besoin de votre parole, nous avons besoin que vous nous rassuriez. Que se passe-t-il en ce moment? Il n'y a plus d'essence dans la capitale. Les stations-service ne fonctionnent tout simplement plus. Et puis il y a les frappes aussi en pleine ville, image de frappe sur la raffinerie de Moscou le 16 juin dernier, encore en plein cœur également de l'agglomération, on n'est qu'à 15 km du Kremlin, filmé depuis des voitures, on voit des gens qui circulent, des bus, etc. Général Yakovlev, l'Ukraine est-elle au moins en train de gagner une guerre, la guerre psychologique? Une bataille, oui. Et surtout parce qu'on parle de la Russie. Non, c'est Moscou. Il y a dans toute la fédération de Russie, il y a 2 régions à qui Poutine a épargné la guerre, en ne mobilisant pas les enfants, en ne mettant pas la pression sur les familles, en maintenant l'opulence relative. C'est Saint-Pétersbourg et Moscou. C'est la base de son pouvoir. Quand ces gens-là commencent à pleurer, comme on le voit, ça ébranle le régime. Parce que tout le reste, tous les autres, les bourriates et tous les boubous de la République, si j'ose dire, ils s'en foutent total. Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est autre chose. Et donc frapper Moscou et Saint-Pétersbourg et dire ouvertement je frappe Moscou et Saint-Pétersbourg, ça met la pression sur le régime. Les frappes sur les raffineries n'ont pas qu'un effet psychologique, vous le savez, c'est toute l'économie russe qui est touchée. Et on peut même se poser la question de l'approvisionnement de l'armée. 25% de chute de production de pétrole. La Russie obligée d'importer massivement du pétrole à l'Inde, auprès de l'Inde, alors que normalement elle en exporte. Le pétrole, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quel impact sur la suite de la guerre? Alors clairement, ça étrangle le régime. Alors, ça étrangle, c'est pas le mot. Ça complique beaucoup la machine de guerre russe qui a atteint un plateau en production et qui maintenant diminue. Et l'économie russe, tout ce qui n'est pas économie de guerre, souffre de façon dramatique. Ce que ça veut dire, c'est que quand la guerre s'arrêtera, les conséquences de 21 trains de sanctions de l'Union européenne, les sanctions, les frappes et tout, mettront des années à se résorber. La Russie recule, son économie civile recule.
La Crimée, maintenant, il faut en parler, on en parle régulièrement dans cette émission, systématiquement frappée, étranglée par Kiev, centrale, dépôt de pétrole, approvisionnement logistique, tout est en pénurie, les habitants fuient. Regardez ces images de frappes sur des infrastructures, sur la fameuse route de la mort aussi qui prend la direction de la Crimée. La Crimée, je martèle cette question régulièrement, mais est-ce que la Crimée peut être le piège de Poutine, pour Poutine? Oui, c'est une tactique des Mongols qu'on appelle torturer l'enfant. C'est-à-dire que vous vous attaquez à un élément de la puissance et vous le faites souffrir et donc il crie. Et donc l'autre est obligé de réagir et donc de prendre des risques et de se tromper. Là, en isolant la Crimée, en faisant une île, en fait, avec une population qui... et puis c'est le joyau de la couronne aussi, et la conquête ou reconquête de Poutine, en rendant la Crimée invivable, là encore, Zelensky déstabilise l'aura de Poutine. Mais il ne faut pas y voir un début de reconquête. Hein. On voit pas les Ukrainiens. Non. Dans l'état actuel des choses, plus longtemps ça dure, et mieux ils se portent, en réalité. Il faut surtout pas donner aux Russes en Crimée la notion qu'ils vont pouvoir se défendre. Il faut qu'ils continuent à subir. Et je pense qu'ils vont subir tout l'été. C'est déjà une catastrophe économique pour eux. Il n'y a plus de tourisme, tout le monde s'en va. L'industrie est morte, en gros. Les défenses solaires souffrent beaucoup, sont ciblées. Voilà, il faut que la Crimée crie. Ça fait plaisir à Zelensky, ça l'arrange vis-à-vis de Poutine. Passionnant, merci Général. On continue d'en parler tous ensemble. Un plan de 40 jours pour mettre la Russie à genoux. L'Ukraine peut-elle réussir ce pari? On en parle, on suit ça jour après jour ensemble, colonel. Le week-end passant, de nouvelles images arrivant, avec ces images de Russes de plus en plus pris à la gorge quasiment. Est-ce que pour vous, ce pari est en passe d'être réussi par Volodymyr Zelensky? Trop tôt pour le dire, parce que 40 jours, c'est quasiment plus d'un mois. En fait, on assiste actuellement à ce que j'appelle le choc des volontés. Il y a la volonté de Zelensky, on voit qu'il a les moyens de le faire. Il a l'industrie qui a produit le nombre de drones et de missiles nécessaires. Il a une armée qui est vaillante et courageuse, tout ça. Donc, il a des points forts. Il a d'autres points faibles qu'on pourrait évoquer tout à l'heure. L'autre côté, vous avez comme les Russes n'ont pas abandonné. Je penser que les Russes vont mettre un genou à terre maintenant, ça n'a aucun sens. C'est hors de question. Donc le problème, on va voir quelles vont être que va faire Poutine pour réagir à ce qui lui arrive. Parce que son image est dégradée. On voit bien que sa communication, elle commence un peu à être éthérée, comme on dit. Hein. Il est moins flambant, il est moins à l'aise qu'il ne l'était il y a encore une quinzaine de jours. Donc il va se passer quelque chose. Soit il se rétracte, il va sur un modèle beaucoup plus mou, soit il peut prendre des mesures et lancer quelque chose qui soit beaucoup plus costaud pour militairement parlant, j'entends, contre les Ukrainiens. Donc on verra ce qui va se passer. À l'heure où on parle, c'est très difficile à évaluer. Général, je voudrais vous soumettre un autre élément de ces dernières heures. L'Ukraine qui annonce avoir infligé, je cite, des dommages critiques à des centres de communication spatiale et satellitaire en Russie, dans l'espoir, on le comprend, de déstabiliser les informations militaires, les transmissions d'informations militaires. Elle avait déjà frappé l'Ukraine, ce centre de communication spatiale de Doumna, à l'extérieur de Moscou. Elle a remis ça ces dernières heures. Je lis que sur les 5 centres de communication gérés par la société russe de communication spatiale, 2 sont désormais détruits. Il en reste 3, mais tout de même, voilà, ce type de frappe, ça peut fonctionner profondément, perturber le fonctionnement de la guerre de Poutine. Absolument, et le ciblage ukrainien est de très grande qualité, a rapporté au ciblage russe en Ukraine, qui en dehors alors ils ont frappé très fort sur l'énergie, mais sinon l'enthousiasme des Russes pour casser des hôpitaux et des immeubles n'a pas l'impact que l'enthousiasme des Ukrainiens pour frapper des cibles militaires ou d'intérêt militaire ou des cibles d'État. Et j'ai lu que en Crimée, les Russes ne vivaient pas dans la peur. Ils vivaient, ils sont pas rassurés par ce qui se passe, mais les gens se disent « je ne vis pas à côté d'une cible militaire, donc moi je ne risque rien ». Vous voyez, en revanche, ça leur plaît pas ou ça les amuse pas de voir des cibles militaires attaquées. Donc là, les 40 jours, il y a le temps de faire, surtout que les Ukrainiens renouvellent leur frappe. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est quand le maire de Moscou dit « nous avons intercepté 40 drones ou missiles ».
je pense que sa population en déduit surtout que ça faisait beaucoup quand même dans le ciel. Donc c'est bien de les intercepter, mais ils sont capables de tirer tout ça jusqu'à Moscou. Plus les avions qui ne volent plus, les aéroports qui sont fermés, Internet qui est fermé, le GPS qui est fermé depuis des mois maintenant. C'est la population moscovite et de Saint-Pétersbourg, elle voit la guerre. Les Ukrainiens ne la ciblent pas, donc elle n'a pas peur pour sa vie, si j'ose dire. Bon, un accident peut arriver, mais elle voit la guerre, l'opération militaire spéciale qui arrive sur son sol. Là, vous avez raison, c'est que la nuit dernière, par exemple, c'est plus de 400 drones sur 19 régions russes. Donc c'est quand même une attaque importante et qui, normalement, si on en croit Zelensky, cette guerre d'usure doit durer pendant 40 jours. Et nuit après nuit, on voit cette nuée de drones qui part vers la Russie. Je ne sais pas si vous avez noté la manière dont Zelensky qualifie ses frappes, notamment sur les raffineries, les dépôts de carburant, etc. Il appelle ça des sanctions de longue portée. Et ça dit bien ce que ça veut dire. C'est des frappes de longue portée qui vont peser aussi sur les sanctions économiques et mettre peut-être un jour, peut-être pas la Russie à genoux, mais en tout cas la fragiliser sur le plan économique et sur la capacité, juste d'un mot, pardon, à durer au moins 40 jours, puisque c'est le calendrier que Zelensky a fourni. Je vous renvoie à ce reportage de Gwendoline de Bono qu'on évoquait il y a quelques jours et qu'on a diffusé. Elle est dans une usine qui fabrique ces drones longue portée. On voit les images et à la fin de son reportage, elle dit ils sont capables d'en sortir 200 par jour. 200 par jour. Donc vous voyez qu'il y a quand même matière pour les Ukrainiens à frapper encore pendant quelques semaines avec ces drones un peu partout en Russie. On va se demander si effectivement les Ukrainiens ont les moyens d'aller au bout de l'opération, mais pourquoi 40 jours ? Je pense que c'est quand même. Je pense que c'est de la communication, mais c'est aussi. Les vacances arrivent, notamment pour les Russes. Je pense à toutes ces Russes. Les voitures ne roulent plus parce qu'il n'y a pas d'essence. Il y a plus de kérosène, donc les avions. Ils peuvent pas aller à la plage en Crimée, qui est quand même un peu le fleuron des vacances russes. Je pense qu'il y a une partie communication. Maintenant, est-ce que ça va prendre 40 jours, 60 jours? Est-ce que ça va durer? Je pense qu'ils ont les moyens de le faire. Je pense au reportage de Gwendoline de Bono et ces 200 drones qui sortent. Comme ils ne ciblent pas justement les civils et que les civils ont peut-être pas peur, mais ils ont les moyens de cibler les raffineries, les ponts. Je pense au pont au nord de Crimée qui effectivement essaie d'isoler la Crimée parce que c'est une base logistique. Même s'ils voient les drones, mais ils n'ont pas peur, ils le sentent parce que ils vont être de plus en plus isolés, notamment en Crimée, où ils peuvent plus acheminer un certain nombre de choses, et puis ne plus acheminer, par exemple, vers le front au nord, en Ukraine. Alors, sur les moyens dont disposent les Ukrainiens, effectivement, il y a les déclarations, il y a les mots, il y a l'opération, mais les moyens derrière. Qu'en est-il des moyens? Vous avez commencé à effleurer le sujet. On y vient très directement. On vous a parlé dans cette émission encore hier des missiles Flamingo de fabrication ukrainienne qui ont frappé une installation militaire russe clé et très loin derrière la ligne de front. On a vu également des images, ce qu'on appelle les drones Hornet. En fait, c'est leur nom en même temps. C'est pas qu'on les appelle, c'est qu'ils s'appellent comme ça. Ils sont américains et puis ils sont boostés par les Ukrainiens avec de l'IA, des antennes Starlink, etc. On a encore les FP1, je traduis, drones longue portée. En somme, les Ukrainiens ont effectivement, Général Yakovlev, les moyens de durer dans leur opération, les moyens de leur ambition. Absolument, d'autant plus que les drones russes qui tombent chez eux souffrent beaucoup. Ils ont beaucoup il y a 40% de panne. Les composants sont de deuxième catégorie. Beaucoup des composants sont des composants réutilisés, alors que les Ukrainiens ont accès aux productions occidentales. Donc la qualité ukrainienne et la quantité ukrainienne, pour l'instant, les mettre devant les Russes. C'est un autre avantage, c'est qu'ils forcent les Russes à consommer leurs missiles de défense solaire. Et là, on sait que depuis plusieurs mois, les Russes consomment plus de missiles de défense solaire qu'ils n'en fabriquent. Ça, c'est très important. À tel point qu'il y a des cibles, des batteries de défense solaire qui ont été attaquées parce qu'elles n'avaient plus de missiles et que donc elles pouvaient plus se défendre et donc elles ont été flinguées. Donc ça, ils sont en train de mettre le système à poil, si j'ose dire. Oui, allez-y. Le Flamingo est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas du tout un drone. C'est un missile de croisière. Et il vaut très cher. Il vaut 800 000 €. On n'est plus du tout sur un modèle avec comment dire, des Shahed à 30 000 €. On est sur un modèle industriel extrêmement élaboré. Et pourquoi il arrive à le faire? Parce que l'Union européenne finance.
c'est l'Europe qui finance tout ça. Les 90 milliards, ils servent à ça en partie. L'argent, donc les usines ont été reconstruites, il faut des savoir-faire, il faut payer les gens, etc., etc. Et grâce à l'effort de l'Europe, bien évidemment, ils arrivent à se dynamiser. Le deuxième point qui est très important, et ça j'ai travaillé avec Eric Prince, qui est l'ancien patron de Blackwater, qui m'avait raconté ça. L'Ukraine a toujours été un pays industriel, et dans le domaine de l'aéronautique particulièrement. Donc en fait, tout préexistait déjà. Lui-même, il voulait investir des milliards de dollars en Ukraine pour développer une industrie aérienne. En 2012, alors il n'a pas pu le faire pour toute une série de raisons, mais il m'avait dit, on avait parfaitement identifié qu'ils étaient capables de le faire. Donc il a suffi de réanimer tout ça, de mettre un petit peu d'argent, et puis encore une fois, l'inventivité a fait le reste. Parce que le Flamingo, c'est pas le niveau du Scalp, mais c'est un niveau extrêmement élaboré. C'est un engin entre 1 tonne et 6 tonnes qui peut aller globalement à 3000 km. Donc vous vous rendez compte, là on est sur des performances extrêmement hautes, quasiment proches de celles des Européens. Le rapport de force est inversé ? Sur ce champ-là, au moins, dans cette bataille-là, pour pas parler de guerre, au moins, le rapport de force est inversé. Sur le champ des drones, en tout cas, ils ont une avance technologique et en matière de production. Je crois que l'objectif pour 2026, c'est 5 à 6 millions de drones qui vont sortir des usines ukrainiennes. Ça carbure. Hein. Ils en sortent énormément, environ 5 à 6 millions pour 2026. C'est 15 000 par jour. C'est énorme. Donc ils ont cette avancée à la fois technologique et industrielle. Je voudrais qu'on parle de cette musique insurrectionnelle qui monte. Là encore, vous le suivez avec nous. Et dans la lignée, on a appris qu'il y avait un groupe de résistance russe qui infiltrait l'usine où sont produits les fameux drones Shahed que vous venez d'évoquer et qui les sabote. C'est un mouvement clandestin qui est surnommé Black Spark, un mouvement russe, je le rappelle encore une fois. Il prédit des conséquences désagréables pour des opérateurs de ces appareils utilisés contre l'Ukraine. Ils ont aussi dérobé, par exemple, des informations confidentielles sur le personnel de l'usine. Ce que ça nous dit, Général Yakovlev, des saboteurs russes qui s'en prennent à l'industrie de l'armement. Pour vous, c'est anecdotique ou ça écrit quelque chose d'un peu plus vaste ? Je ne sais pas. Parce que ça peut être de la propagande. C'est quand on verra des Guéran, c'est le modèle russe, qui explosent au départ en tuant leur équipage, on se dira qu'effectivement il y a du sabotage. Pour l'instant, moi, j'ai pas lu de compte rendu de ce type. Donc, c'est peut-être de la pression, faire croire, créer une sorte de délire de sécurité dans l'usine qui recommence les vérifications de tout le monde. Voilà, je suis pas sceptique, mais on n'a pas vu la réalité sur le terrain, si vous voulez. Oui, Elisabeth. Alors, moi, je partage le scepticisme parce que je pense qu'on aurait entendu un peu plus. Ils essaient peut-être de créer la paranoïa. On sait que les Russes sont assez paranoïaques. Ceci étant dit, on a vu des unités russes pour le compte de l'Ukraine au début de la guerre, notamment. Donc c'est pas totalement, vu la proximité des populations historiquement, c'est pas totalement inattendu. Et je pense qu'ils peuvent jouer là-dessus, que ça soit vrai ou pas, on le saura quand quelque chose explose. Mais ça permet aussi, ça on est encore dans le narratif, dans cette guerre informationnelle, ça permet de mettre aussi la pression. Ils sont obligés. On se souvient quand ils ont fait l'opération Toile d'araignée, qu'après ils ont dû arrêter tous les camions qui passaient pour voir s'il y avait des camions qui se cachaient encore des espions ukrainiens et autres. Donc ça met la pression quand même sur les Russes, où ils vont utiliser des ressources peut-être pour aller faire des enquêtes au lieu d'être sur les opérations contre les Ukrainiens. Il n'y a pas plus proche d'un Russe qu'un Ukrainien qui parle russe. Donc moi, si j'étais Ukrainien, voilà, c'est mon côté tordu qui va réapparaître, mais si j'étais Ukrainien, c'est le genre d'opération qu'il faut monter. En fait, on monte une opération de déstabilisation, on est Ukrainien, on se fait passer pour des Russes, on explique que des Russes détruisent des usines qui fabriquent des... Alors c'est le Guéran, qui est le modèle iranien, donc c'est plutôt bien vu. Donc dans tous les cas de figure, c'est de la bonne communication pour l'Ukraine. Oui, allez-y. Et en tout cas, si cette hypothèse est vérifiée, ça montre que quand même les services de renseignement ukrainiens sont extrêmement présents, y compris en Russie. On l'avait vu avec l'opération Toile d'araignée. Ils avaient quand même réussi à monter une opération très spectaculaire. Donc là aussi, on souligne souvent le fait que les Ukrainiens ont considérablement progressé dans cette guerre, dans plein de domaines, y compris celui des drones, mais aussi dans le domaine du renseignement. On voit que depuis 4 ans, il y a un effort très poussé pour essayer d'infiltrer
ou à minima d'avoir des renseignements sur les usines de drones, sur les capacités militaires russes, etc. Mais Boudanov, l'ancien patron des services de renseignement, qui maintenant est le numéro 2, qui est le patron de l'Élysée du coin, enfin de l'équipe, je dirais, gouvernementale, ce personnage a réussi en fait à transformer les services de renseignement. Et en Afrique aujourd'hui, ils arrivent à porter le fer contre les forces russes dans tous les États africains. Il y a des unités implantées en Somalie, en Libye, et ils mènent des opérations contre les forces russes qui sont implantées dans le Sahel. Donc ça va très très loin de l'organisation et dans l'efficacité, du renseignement et surtout des opérations militaires qui montent contre les Russes. Alors pourquoi on s'est attaché à cette histoire de sabotage potentiellement par des Russes, de drones russes? C'est parce que vous l'avez suivi là encore depuis quelques jours avec nous. Il y a eu ces prises de parole de militaires, de vétérans russes pour dire maintenant ça suffit, je veux voir Poutine, je veux qu'on change le cours des choses. Ça a été des millions de vues et tout le monde en a parlé et la question même de l'ère de l'insurrection s'est posée. Est-ce que vous y croyez un instant, vous, général Yakovlev, au moins dans le milieu militaire, qu'une musique, plus que ça d'ailleurs, soit en train de monter, voire de s'imposer? Alors depuis 2022, je dis que s'il y a une révolution de palais, je pense que c'est l'armée qui la fera. Parce que c'est de tout le système Poutine, c'est le seul corps constitué qui a un minimum de cohérence et qui est une victime de la guerre, en fait. Parce que d'une part, les soldats et les officiers, ils meurent, ils meurent beaucoup, donc c'est quand même une armée qui souffre. C'est une armée qui souffre de voir sa réputation entachée très profondément. Leur fierté, la grande armée rouge, celle qui avait conquis Berlin. Là, leurs 4 ans de entre guillemets de sous-performance, je pense que ça leur fait mal. Et Poutine, depuis bien avant la guerre, avait pour les militaires le mépris qu'a le haut fonctionnaire de sécurité qui est arrivé aux affaires. En tout cas en Russie, je ne dis pas ça en France, bien sûr. Et donc, il les a toujours traités avec mépris. Et quand on voit comment il a viré les généraux, comment, à chaque fois que ça s'est mal passé, il a mis ça sur le compte des généraux. Vous êtes des banquignoles et tout. Je vous avais dit de pas le faire et vous l'avez fait quand même. Vous voyez, à chaque fois, il y a un moment où, à force d'humilier les légions, et le colonel Père de Jong sort souvent un texte de Flavinius Parcus. Voilà. La deuxième cohorte, lorsqu'il écrit la colère des centurions. Donc, s'il y a un jour une révolution de palais, des chars qui arrivent et qui disent on change de leadership, je pense que ça sera l'armée. C'est pas le FSB. C'est pas les oligarques, c'est pas voilà. Si il y a, je sais pas où on en est. D'ailleurs, général, les mésaventures de Prigojine et de sa marche sur Moscou avaient quand même, dit-on, considérablement effrayé au Kremlin. C'est-à-dire que ça s'était arrêté quelques centaines de kilomètres avant de la capitale russe, mais à ce moment-là, Poutine s'est demandé si Prigojine irait jusqu'au bout. On sait comment ça s'est terminé, notamment par cet accident d'avion malencontreux quelques semaines plus tard. Alors il y a les militaires et puis il y a la population. Regardez ces séquences, elles se multiplient d'agressions, mais vraiment d'agressions entre habitants, entre Russes, dans des files de stations essence. On commence avec un homme par exemple qui vient taillader des pneus ou dévisser des capuchons sur les roues directement. Regardez. Qu'est-ce que tu fais? T'es idiot ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu te crois? Tout ça, c'est le bordel. Il se gare sur le trottoir. C'est pas ton tour. Dégage. Dégage toi-même. Partout des pénuries, partout des files d'attente et une société qui se crispe, en tout cas avec les séquences qui nous parviennent. Est-ce que la pénurie de carburant peut causer la fin de la guerre? Est-ce que la raison pour laquelle la guerre prendra fin ne sera pas parce que la logistique en première ligne sur le front sera tapée, mais parce que les Russes n'en peuvent plus de ce qui les touche maintenant au quotidien? Je pense pas que ça suffise. À l'heure actuelle, le régime Poutine souffre de beaucoup de blessures. Donc ça saigne un peu de tous les côtés, mais on n'a pas encore touché une artère. Donc ça peut durer un certain temps. D'un autre côté, les révolutions, on les a jamais vues venir.
Et on s'est rendu compte 2 minutes après la Révolution qu'en fait on avait tous les signes de la Révolution, de la rébellion avant, et qu'on a oublié de les regarder, si vous voulez. Donc ça peut basculer. Ceci dit, la Russie, c'est pas le genre gilet jaune. Hein. Le régime aurait une autre réaction que le nôtre, d'ailleurs, soit dit en passant. On l'a bien vu avec le gars un héros de guerre, qui a dit « il faudrait que Poutine me voie et tout ». Bon, maintenant, il est en train de compter les cafards au 3e sous-sol d'un établissement pénitentiaire. Là, le régime, je pense, réagit immédiatement et très brutalement à toute tentative de remise en cause. Un jour viendra où ça suffira plus, peut-être. Il y a le correspondant du Figaro à Moscou, Alain Barluet, qui a eu des mots assez forts, je trouve, dans son journal ce matin. Il écrit « Le manque total de perspective agit à tous les niveaux de la société russe ». Je rappelle qu'il y vient. À tous les niveaux de la société russe, comme un nœud coulant. Un nœud coulant pour la société, un nœud coulant pour Poutine. Les mots sont forts, nœud coulant. Ouais, les mots sont forts. Maintenant, on va pas voir ça forcément du jour au lendemain. Parce qu'on attend à ce qu'il y ait une révolution, et comme disait le général, on le voit pas forcément venir le jour où ça vient, mais c'est petit à petit, un peu comme un nœud coulant, justement. On peut le faire petit à petit jusqu'à ce que, en fait, on étrangle notamment l'économie. On parle de ces personnes qui attendent l'essence, mais il faut rappeler que pour un effort de guerre, il faut de l'essence. C'est pas simplement la population, c'est l'effort de guerre aussi qui est... On en parlait, on disait nerf de la guerre, on se demandait quel était l'impact sur la suite militaire. Tout ce qui est kérosène, l'essence, sans ça, il n'y a pas d'effort de guerre. Donc c'est l'économie en lui-même, c'est la population, c'est l'effort de guerre. On pense aussi aux avions qui vont pas décoller. Il y a déjà beaucoup d'annulations, y compris des compagnies aériennes étrangères, je pense à El Al, qui ont annulé les vols vers Moscou parce qu'ils savent pas s'ils peuvent se réapprovisionner en kérosène, donc ils peuvent pas rentrer à la maison. Il y a petit à petit une sorte de guerre d'usure à plusieurs niveaux qui va effectivement faire en sorte que quelque chose va changer ou doit changer. Alors, je vais être assez direct, mais et si on était en train de se planter sur toute la ligne ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, encore une fois, j'ai bien lu Alain Barluet, qui, encore une fois, vit en Russie, correspondant du Figaro en Russie. Et il dit ceci. Il cite un politologue, M. Kolesnikov, qui dit de façon significative, la part des personnes favorables à des pourparlers est en train de baisser. L'explication est simple, dit-il, la population aspire à la fin de tout ça et la solution diplomatique s'avère impossible, il faut trancher le nœud gordien d'un seul coup. Donc en fait les Russes, on pourrait s'imaginer qu'ils diraient à Poutine, bon maintenant il faut aller discuter, là on n'en peut plus. Non, visiblement selon les sondages, on peut aussi mettre quelques guillemets, c'est plutôt, bon allez maintenant Poutine, il va falloir frapper plus fort pour mettre fin et d'un coup à tout ça. Mais ça s'appelle les guerres préventives et c'est le principe du sanglier qui est blessé, évidemment il faut s'en méfier et il peut réagir extrêmement fortement. Encore une fois, la Russie c'est la Russie, ils sont en guerre depuis un paquet d'années, ils ont du matériel, alors encore une fois ils sont pas très bien organisés, on voit qu'il y a des manques, mais encore une fois je pense qu'il faut pas enterrer le système trop rapidement. On est un peu rapide en Europe, vous voyez, on va quelques dépôts de carburant qui brûlent, alors 13 sur 15 c'est fait beaucoup, il y a des problématiques dans les stations-service, mais la Russie a démontré à différentes reprises qu'ils avaient une résilience qui est très forte. Donc méfions-nous d'un pays qui a comme 5000 têtes nucléaires, et comme le disait Talleyrand, on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Certes. Général Yakovlev, il faut qu'on change de lunettes, il faut qu'on enlève nos lunettes d'Européens, qu'on les pose une fois de plus et qu'on regarde du prisme avec l'état d'esprit russe, c'est-à-dire plutôt, non, alors la diplomatie, merci, mais ça va pas marcher, maintenant il faut taper. Oui, les Russes s'attendent pas à la diplomatie, mais déjà, on ne nomme pas cet effort une guerre, c'est une opération militaire spéciale. Je pense que les Russes sont très conscients de ce qui se passe. Mais les Russes ont deux cerveaux en fait. Ils ont un cerveau pour vivre et un cerveau pour répondre. Donc là, ils sont conscients de ce qui se passe. Ils sont conscients que ça va mal. Ils sont conscients que le régime est coincé. Ils sont conscients que Poutine n'a pas de solution en dehors d'une solution nucléaire. Pas forcément une solution. Et donc ils se disent on va où maintenant ? Et Poutine a du mal à vendre que on va où maintenant ? Vers la grandeur de la Russie. Ça, les masques tombent quand même. La crédibilité du régime, je pense, est profondément affectée, mais pas la terreur qu'il inspire. Alors, je viens vers vous, Grégory, mais les autorités Poutine lui-même, même Peskov également ces dernières heures, sont obligés de reconnaître des discussions, des difficultés et des discussions. Là, en l'occurrence, pour Dmitri Peskov, pour tenter d'importer du pétrole en urgence. On l'écoute, puis je me tourne vers vous juste après.
Des contacts sont en cours. Si des accords sont conclus sur des prix acceptables, cela se fera. Ce sera une étape supplémentaire vers la stabilisation du marché et visera à faire baisser cette demande effrénée. Bon, on a du mal à adhérer au narratif de l'aveu de faiblesse. On imagine que c'est plus compliqué que ça, mais quand même. Mais non, je pense que pour rebondir sur ce que disait le général, Poutine est quand même dans une voie sans issue. C'est-à-dire que la diplomatie, personne ne croit que il va être la semaine prochaine à Paris, à Doha ou à Moscou pour serrer la main de Zelensky. Enfin voilà, ça paraît très improbable. Et sur le plan militaire, il n'y a pas d'issue non plus. Enfin, cette opération spéciale a été lancée il y a maintenant quasiment 4 ans et demi. Le but de guerre au départ, c'était d'aller renverser le régime, d'aller jusqu'à Kiev, et en quelques semaines, c'est terminé. Non, il peut continuer à taper comme un sourd sur l'Ukraine. Il n'y a aucun résultat militaire. Vous voyez bien, le front est figé, et même depuis quelques semaines, ce sont plutôt les Ukrainiens qui grignotent un petit peu de territoire. Donc il n'y a pas de solution militaire, il n'y a pas de solution diplomatique. Donc qu'est-ce que va faire Poutine ? Il est un peu enfermé dans le monstre qu'il a lui-même créé en février 2022. Donc c'est là où vous avez raison de poser la question. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrête ou il va plus loin ? Mais à ce stade, il n'y a absolument aucune solution. Voilà, c'est tout l'enjeu de ce grand dossier. C'est dans cette fuite en avant. Que va faire Poutine ? Jusqu'où est-il prêt à aller et de quels moyens dispose-t-il également ? Je voudrais vous montrer cette autre information du Times cette fois. La Russie qui a commencé à armer ses pétroliers pour tenter de dissuader les pays de l'OTAN de les arraisonner, ces pétroliers. 2 canons notamment ont été repérés sur la passerelle de l'un de ses principaux méthaniers russes. Selon un expert qui a été cité par le journal, c'est un avertissement à l'OTAN. N'essayez pas d'arraisonner nos navires sous peine de déclencher une guerre. Qui dit OTAN dit général Yakovlev. Est-ce que ça illustre parfaitement, effectivement, la montée en tension et laquelle précisément du côté des Russes ? Après, on vous demandera de quelle manière l'OTAN peut réagir à tout ça. Oui, alors c'est pas un gros truc, mettre des mitrailleuses sur les bateaux. Faut bien voir, pour les Russes, vu des Russes, ce que nous faisons en les arraisonnant est totalement illégal. Bon, donc il est illégal de mettre des mitrailleuses sur des bateaux civils, mais à la limite, si tout le monde fait des choses illégales, un partout, balle au centre. Bon, et l'idée, c'est par rapport à des commandos, comme on l'a vu, les commandos marines français ou anglais qui descendent en corde lisse sur les bateaux, c'est de se dire, vous allez changer de contexte. Jusqu'à présent, on a fait des abordages imposés, au sens, on n'a pas demandé l'avis du capitaine, mais on n'a pas fait des abordages de vive force. On n'a pas fait ce qu'on appelle l'assaut à la mer. À partir du moment où il y a en face de vous, vous êtes qu'un hélicoptère, vous avez en face de vous un gars qui a une mitrailleuse, et il faut un deuxième hélicoptère avec des tireurs d'élite dedans, ou un canon de 20 mm. Vous voyez ce que je veux dire ? Les images de l'arraisonnement par la Marine nationale française ces tout derniers jours. On est à la limite de l'arraisonnement administratif. Donc là, le message des Russes, c'est de dire c'est fini l'arraisonnement administratif. Maintenant, si vous voulez monter sur les bateaux, va falloir combattre. Ça suppose des règles d'engagement différentes, et ça suppose que dans votre droit à vous, il va falloir expliquer. Parce que c'est même en droit français, bondir sur un bateau, même s'il commet des actes illégaux, bondir sur un bateau en défouraillant, c'est un clic plus haut. Mais ça peut être très efficace. Je lisais dans ce même papier, si ça se confirme, il est peu probable que les pays européens prennent le risque de nouvelles opérations d'arraisonnement. En effet, ils peuvent parvenir à nous impressionner, à stopper notre Oui, entreprise. parce qu'il va falloir demander au procureur de la République avant, si jamais, voilà les règles d'engagement, qu'est-ce que vous en pensez en fait ? Si on tue des gens, et si on se fait tuer, et si on a un hélicoptère qui se crache, etc. Vous voyez, ça complique les choses. Donc je dirais, du point de vue des Russes, c'est plutôt bien joué. Ouais, bien. Alors, faut savoir qu'on l'a fait, nous, sur des bateaux civils, en mettant, les Français, on l'a fait avec des commandos marines. On a mis des soldats de l'État français avec des armes sur des bateaux civils pour traverser les zones infestées de pirates en mer Rouge. Et l'océan Indien. L'océan Indien. Bon, donc
c'est pas une première non plus. Je voudrais juste qu'on prenne le temps de retrouver Alain Barluet, parce que pour tout vous dire, la connexion a été difficile. On est heureux de le retrouver, donc on en profite dès à présent. Merci beaucoup, Alain Barluet, d'être avec nous. Vous êtes correspondant du Figaro à Moscou, et vous êtes donc auteur de cet article que j'ai cité. Tout le monde en est témoin à plusieurs reprises il y a quelques instants dans cette émission. L'article dans le Figaro, c'est la population aspire à la fin de tout cela. Vladimir Poutine face au mécontentement croissant de la société russe. Et je vais vous poser cette question que je posais à mes invités sur ce plateau. Est-ce que pour vous, la pénurie de carburant causera la fin de la guerre? Vous décrivez à la perfection les tensions que cela crée auprès de la société russe. Est-ce que ça va conduire à la fin de la guerre? C'est pas certain. On a du mal. Ça fait tellement de temps que ces Russes, cette population russe est dans l'incertitude, gagnée par la lassitude, que on voit pas très bien le bout du tunnel. D'où ce que j'explique dans cet article, c'est-à-dire que après l'interruption de l'Internet, qui a quand même été un coup assez durement ressenti, ces pénuries d'essence vraiment frappent et gênent énormément les gens. Mais quelle est la réaction? C'est pas de descendre dans la rue pour manifester. C'est pas encore qu'il y ait quelques plaintes sur les réseaux et tout ça. Bon, mais ça reste limité. Non, on se tourne majoritairement vers le chef, le tsar, pour lui demander d'agir. Et donc, 2/3 des Russes sont pour des négociations de paix, mais il y a un nombre croissant, on passait ces derniers temps de 10 à 15% des gens qui disent, dans cette situation où les Russes nous envoient des drones jusqu'à dans notre capitale, tapent sur nos raffineries, nous, on doit taper plus fort. Il faut taper plus fort. D'où cette petite musique aussi qui monte sur l'usage d'armes nucléaires tactiques. Bon, d'aucuns n'y croient pas, mais bon, voilà. Donc, précipiter la fin de la guerre, c'est le pari ukrainien. Moi, de Moscou, j'aimerais y croire, mais c'est pas encore ce que j'observe autour de moi. Alors on reste ensemble, vous êtes avec nous, on vous garde, on en profite, Alain Barluet. Alors Merci. Comme vous avez évoqué la question du nucléaire, on va y aller tout droit. Effectivement, nous on se pose aujourd'hui cette question, la fuite en avant passera-t-elle par le nucléaire? Et dès le début de cette émission, je prévenais tous les experts fidèles qui nous regardent, je sais que ça va vous exaspérer. Je le sais, mais oui, je vous connais par cœur. Mais laissez-moi au moins encore une fois vous exposer pourquoi on se pose la question aujourd'hui. On le dit, on le martèle sur ce plateau, plus il est acculé, plus il est dangereux, Poutine. Deuxième point, l'un des intellectuel russe qui est parfois même présenté comme architecte de la politique internationale du Kremlin. Il s'appelle Monsieur Karaganov. Il plaide pour bombarder l'Europe et il a évoqué ces dernières heures l'attaque nucléaire contre l'Europe sur un air de « retenez-nous, sinon on fait un malheur ». Je suis sûr à 99%, peut-être 99,9%, que si la Russie, Dieu m'en préserve, faisait une série d'attaques nucléaires sur l'Europe, ce serait une terrible erreur. Car l'arme nucléaire, c'est une arme spéciale, elle peut tuer énormément d'innocents. Donc si la Russie décide de faire une série d'attaques nucléaires sur l'Europe, tout se terminerait très vite. Tout le monde se disperserait, et si certains continuaient de résister, il pourrait y avoir d'autres frappes nucléaires. Malheureusement, une grande partie de l'Europe ne survivrait pas. Alors vous le savez, dans cette émission, c'est une obsession. Derrière les mots, quelle réalité? Les Russes ont-ils les moyens de frapper? Avec quels missiles? Combien de temps? On va en reparler ensemble. D'abord, c'est le colonel qui m'accompagne pour tout expliquer à nos téléspectateurs. Colonel, la Russie a-t-elle les moyens de sa menace contre l'Europe? D'abord, elle le démontre à différentes reprises, puisqu'en fait, récemment, il y a eu des exercices au mois de mai, 19, 20, 21 mai 2026 en Biélorussie. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de démonstration permanente. Toutes les semaines, tous les mois, il y a un exercice avec les Biélorusses. La Biélorussie a une caractéristique, c'est qu'en fait, c'est le porte-avions russe qui est en fait dirigé vers l'Europe. C'est une avancée russe en direction de l'Europe. En tout cas, slave en direction de l'Europe. Donc l'exercice, 65 000 hommes, 170 bateaux, 200 lanceurs. Donc c'est tout à fait considérable. Ça, c'est la partie, je dirais, la partie conventionnelle. Au-delà de tout ça, vous avez comme la partie nucléaire très importante parce que Poutine, systématiquement, en fait, présente l'Iskander, ses capacités nucléaires et que je sache, à l'heure où on parle, Poutine a mis en place en Ukraine ses capacités nucléaires de courte portée. Je pense à l'Iskander ou l'Oreshnik. Alors justement, la menace nucléaire russe contre l'Europe a un nom le plus souvent, c'est le missile Oreshnik.
Alors ça, il y a plusieurs missiles. Hein. Vous avez le Sarmat qui va tirer, c'est intercontinental. L'Orichnik, c'est le missile un peu compliqué. Il vient de sortir en 2023 et c'est un missile qu'on appelle intermédiaire, donc avec une portée entre 500 et 5500 km. En fait, il remplit un gap qui n'existait plus, puisque les Américains et les Russes avaient détruit, après le traité FNI en 87, avaient détruit ce genre d'armement. Donc les Russes avec un armement tactique jusqu'à 500 km et un armement stratégique à partir de 5000 jusqu'à 10 000 et 20 000 km. Donc ils étaient dans ces deux catégories-là. Les Américains, même chose. En créant l'Orichnik, ils créent un missile nucléaire ou conventionnel, parce qu'on sait qu'il tire du conventionnel, qui est capable de tirer à 5000 km. Donc la cible, c'est quoi? La cible, c'est l'Europe. Merci beaucoup, colonel. Alain Berluet, je me tourne vers vous comme promis. Dites-vous impossible, êtes-vous dans la catégorie de ces experts qui me diraient, s'ils étaient en face de moi, franchement, arrêtez de nous fatiguer avec le nucléaire. Ce n'est pas une option sur la table, nous ne sommes que dans la grammaire de dissuasion classique. Comment dire? Moi, personnellement, je suis pas un expert des questions nucléaires. Ce que je sais, c'est que les experts, parmi les plus écoutés en Occident, ont longtemps dit que Poutine, malgré toutes ces menaces, tout ce qu'il pouvait agiter comme épouvantail, connaissait bien sa grammaire nucléaire et savait bien jusqu'où il ne pouvait pas aller trop loin. Est-ce qu'on est toujours dans ce paradigme avec cette exacerbation des tensions qu'on voit ces dernières semaines et ces derniers mois? Est-ce qu'il est toujours sur ces rails-là? Il faut le souhaiter. Mais à mon avis, c'est une forme de dérapage lié à cette exacerbation qui peut amener à aller au-delà des menaces comme celles qu'agite Karaganov. On reste ensemble, Alain Berluet, mais c'est vrai qu'on a relu dans nos petits papiers en révisant aujourd'hui qu'en décembre, général, on apprenait que la Russie avait déployé son système de missiles à capacité nucléaire vers la Biélorussie. Et en parlant avec des experts et amis aujourd'hui, ils nous rappelaient que, en se rapprochant plus proche du territoire de l'OTAN, ça va plus vite de frapper, c'est plus dur à intercepter, et que ça rend les choses un tout petit peu plus solides tout de même. C'est ce que vous pensez ? En dehors de l'Orichnik, qui est un échec opérationnel total, en réalité, ils en ont tiré 4, il y en a un qui est tombé court, sur leur tête, en fait. Donc, c'est un programme qui remonte à très longtemps, qui était un échec et qui a été ressuscité pour devenir un deuxième échec. Donc, c'est pas l'Orichnik le problème. Personne ne doute de la capacité des Russes à détruire, je sais pas moi, 15 fois la planète. Là, il n'y a pas de doute. Et ils ont les moyens. Donc, que ce soit des armes à courte portée ou à longue portée, ça change rien au fait. S'il passe nucléaire, je suppose que c'est la fin de l'humanité. Et c'est comme ça qu'ils le percevront. Surtout si Poutine se lance à la fin, c'est même plus pour sauver son régime, c'est par dépit. Si Adolf Hitler avait eu l'arme nucléaire en avril 1945, il s'en serait servi, y compris en Allemagne. Je pense que derrière toute cette rhétorique nucléaire qui revient de temps en temps quand ça va mal, oui, là ça fait 3-4 jours que ça s'est un peu intensifié par la voix de Poutine, de Soloviev, le propagandiste, par la voix de... Parce que ça va mal et que tout le monde le perçoit. Et quand Zelensky, très finement, dit « et il y en a pour 40 jours ». Vous voyez, c'est pas là. Non, il y en a pour 40 jours. Le 9 mai a été un pauvre petit 9 mai tristounet de Mickey, quoi. Donc tout ça met Poutine dans une situation difficile. Et pour moi, il y a le sommet de l'OTAN bientôt. Nucléaire égale États-Unis, Russie, États-Unis. Le nucléaire, c'est un appel à Trump. Parce qu'à l'heure actuelle, Poutine est en train de perdre sa guerre, alors ça mettra longtemps ou ça mettra moins longtemps, je ne sais pas. Mais pour l'instant, la tendance est contre lui, sur le front et dans la profondeur, et sur la population. Ça va mal pour lui, et ça va pas aller mieux dans un avenir prévisible. Donc là, il en appelle à Trump, parce que il ne reste plus à Poutine que 2 cartes, Xi Jinping et Trump. Il a marabouté Trump il y a longtemps, et maintenant il espère que Trump va le sortir de sa bouse.
Ah, bah ça c'est. J'allais dire pire. C'est direct. Mais c'est vous, hein. C'est du général Yakovlev. Elisabeth, est-ce que vous êtes d'accord, hein, cette menace, cette musique qu'on fait remonter du côté du Kremlin, la musique nucléaire, est un appel à Trump, et avec quel effet surtout derrière? Je pense que c'est un appel à Trump. Pourquoi? Parce que le général a utilisé notre nom, Xi. Les Chinois ont été très clairs sur le nucléaire. Si les Russes n'ont pas beaucoup d'ennemis, ils ont quand même les Chinois. Et ils ont besoin des Chinois. Ils ont besoin des Chinois pour les pièces détachées, les fameuses pièces détachées, pour faire leur guerre. Et les Chinois ne regardent pas cette question nucléaire avec beaucoup d'amour et de tendresse. Ils ont été très clairs. On se souvient, par exemple, sous Biden, de cette déclaration américano-chinoise en disant alors il y a des choses qu'on ne fait pas, et dont le nucléaire. Et quand on écoute le monsieur, le sorte de propagandiste, mais aussi analyste politique, Karegov, il parle de frapper l'Europe. Les Russes savent très bien quel sera le résultat. Ils parlent de l'Europe qui sera détruite, mais la Russie aussi. Je pense qu'ils ne sont pas aussi fous que ça. Enfin, on passe du temps à analyser comment Poutine s'inquiète tellement pour sa santé. On l'a vu pendant le Covid. Je pense pas que c'est pour se faire péter par une arme nucléaire, ni américaine, ni française, par exemple, pendant qu'on y est. Et je pense qu'il faut quand même le regarder effectivement comme une sorte de dialogue avec Trump. Mais comme il a dit lui-même, je pense, c'était ou Soloviev, ça serait peut-être après l'Iran, parce que Trump est un peu occupé. Légèrement occupé, oui. Et Alain Barluet, je vais vous reciter à nouveau. Dans le Figaro, vous écrivez cette phrase qui, moi, personnellement, m'a marqué. Vous avez écrit « Le manque total de perspective agit à tous les niveaux de la société russe comme un nœud coulant. » Un nœud coulant pour la société, un nœud coulant pour Vladimir Poutine également, selon vous. Et si oui, est-ce que être acculé le rend en effet beaucoup plus dangereux? C'est toujours ce qu'on a dit avec Poutine et son caractère, et ce trait de caractère qui remonte à ces années pétersbourgeoises. C'est d'abord un peu comme ça en marre, même un peu voyou avant de faire son chemin dans l'administration. Il y a un trait de caractère qui remonte à l'enfance, disent ceux qui ont étudié sa vie. C'est la crainte justement d'être ce qu'on appellerait cornérisé, d'être acculé dans un coin. Et c'est là qui peut réagir de façon la plus imprévisible. Mais cette phrase que vous avez la gentillesse de citer, pour moi, elle résume tout ce que j'observe ici, c'est que la lassitude des Russes, elle prend cette forme aujourd'hui à tous les niveaux de l'incertitude. Tout est gelé. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'avenir. Moi, je vois autour de moi les gens que je connais, pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Mais qu'est-ce que va être notre avenir? Et à un autre niveau, dans d'autres domaines, on parle beaucoup des oligarques, on parle des hommes d'affaires. Moi, il y a un homme d'affaires qui me disait cette semaine, mais on ne fait plus rien, il n'y a plus de prévision, on ne peut plus prévoir quoi que ce soit. Et ça, on s'englue, la société russe s'englue dans cette inertie qui est assez mortifère. Toute la question de savoir si le chef va réagir à ce grand malaise de la société. Et beaucoup de gens, malheureusement, disent qu'il n'est pas de nature. Certes, ils scrutent, il y a des sondages perpétuels faits par le Kremlin sur la société, mais de là à réagir, à aller dans le sens de ce que souhaite la société, ça c'est une autre affaire, et ici, beaucoup en tout. On voit une autre alerte qui est en train de poindre. Elle vient des Pays-Bas cette fois. Les Russes pourraient attaquer l'OTAN 1 an après la guerre en Ukraine, selon le gouvernement néerlandais, qui dit précisément, je vais citer les mots, on estime que la Russie se prépare à une confrontation à long terme avec l'Europe. Qui dit OTAN, dit général Yakovlev. Ce sont des alertes qui effectivement circulent dans vos contacts, dans votre entourage. Est-ce qu'elles vous semblent extrêmement sérieuses? Et si oui, comment faut-il s'en prémunir? Alors, ça me paraît excessif comme terme. Alors, il faut mobiliser l'OTAN, voilà. D'abord, je note que la Russie est en guerre contre nous depuis 20 ans. Alors, elle nous l'a fait de différentes façons, et sa guerre contre l'Ukraine est une guerre indirecte contre l'OTAN. Le philosophe communiste Engels
utilisait la phrase de Clausewitz, vous savez, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Il retournait la phrase en disant la paix est la continuation de la guerre par d'autres moyens. La paix est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Même quand on est en paix, en réalité, on est en guerre. C'était la lutte des classes. La lutte des classes ne s'arrêtait jamais. Et donc Poutine, maintenant, il a rebondi sur la lutte des classes et maintenant, c'est la Russie éternelle. Donc on est déjà en guerre avec la Russie. Alors on l'est pas avec ces moyens-là, des moyens conventionnels. Et surtout, l'armée russe, elle a quand même développé beaucoup de compétences, dont les drones, dont la frappe dans la profondeur. Donc même pour l'instant, elle s'échine, elle s'épuise en Ukraine, mais le jour où elle s'arrête et elle se dit et si j'allais enquiquiner les voisins de l'OTAN, ils pourraient nous poser des vrais problèmes. C'est un souci légitime de se dire. J'ai entendu un ministre estonien dire, c'était il y a 2 ans, si la Russie gagne la guerre en Ukraine, alors là, il y a plus rien qui l'arrêtera parce qu'il sera zigzag la pêche en avant. Et si jamais il perd la guerre, il voudra se venger. Dans les 2 cas, on l'a dans l'os. On va devoir se quitter là-dessus, du coup. Je vous remercie beaucoup, Général Yakovlev, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment à Alain Barluet d'avoir pris le temps de se connecter. Je sais que c'était pas évident, mais c'est toujours précieux de vous entendre, donc merci beaucoup de l'avoir fait. Elisabeth Shepard-Selam, merci beaucoup à vous. Colonel Père de Jong, merci, comme à chaque fois. Grégory Phillips, merci à vous, bien sûr. Et voilà, félicité par le Général Yakovlev. On me l'a encore confirmé ce matin, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en podcast. On vous en remercie au nom de toute l'équipe, merci beaucoup. Donc vous n'hésitez pas. Vous pouvez scanner, flasher le QR code, il est juste là, il est à vous. Et vous pouvez nous écouter partout, en déplacement, pendant les vacances, tout ça. N'hésitez pas, sur toutes les plateformes habituelles.